Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de gériatrie qui va aborder la suite des items que nous avons commencé à voir ensemble dans la première conférence de gériatrie. Et celle-ci va aborder plutôt tout ce qui est en rapport avec les démences, la dépression, les troubles aussi de nutrition chez les personnes âgées plus spécifiquement. Des problèmes, également, de rhumatologie avec notamment l'arthrose et puis on parlera de douleurs, de dépendance. Enfin, une conférence très, transversale pour pouvoir aborder plein d'items qui vous seront utiles le jour J puisque, la gériatrie, c'est tombable et ça tombe très souvent au concours. Donc pour commencer, ce petit, sommaire, ce plan de tout ce que nous allons pouvoir aborder ensemble, donc en sachant que, il s'agit, essentiellement des items que vous pouvez retrouver sur le collège de gériatrie, qu'on va bien détailler ensemble, mais également de sujets un peu plus, transversaux aussi que vous pouvez consulter dans les collèges des spécialités. Je pense, tout ce qui est ménopause, andropause, également sur l'arthrose que vous pourrez retrouver en rhumatologie. On va parler un peu de base de douleur, mais, dans le collège de soins palliatifs et douleurs, certaines notions sont bien détaillées aussi. Par exemple, pour finir aussi l'ophtalmo avec, les troubles de la vue, plus spécifiquement pardon, chez la personne âgée, mais que vous pouvez consulter aussi, dans votre collège de spécialité. Donc on va commencer avec, ce premier er KFP et c'est une patiente âgée de 79 ans qui vient vous consulter accompagnée de son mari. Elle a des troubles de mémoire assez gênants et elle se sent, diminuée de jour en jour. Alors, d'ailleurs, son mari la trouve triste depuis quelques mois. Elle ne sort quasiment plus de chez elle et même, pour jouer avec ses amis, elle avait une vie sociale et là, ce n'est plus le cas et elle ne s'intéresse presque plus à rien. On reprend ses antécédents et son dossier et donc on retrouve une hypertension artérielle traitée et équilibrée, une arthrose des hanches. Dans ses antécédents, gynéco-obstétriques, on a 3 grossesses, 3 enfants. Une ménopause à 41 ans qui n'est pas une ménopause précoce puisque, en tout cas pour les recos de l'ostéoporose, on est plus à 40 ans. De l'endométriose. Elle prend uniquement des traitements pour sa tension. Donc après ça peut être soit on nous a pas décrit, mais ça peut être des bêta-bloquants, ça peut être, des IEC, ça peut être ou alors des ARA2. Ça peut être aussi des inhibiteurs calciques, qui sont assez couramment, prescrits en gériatrie. Son poids est de 49 kilogrammes et elle fait 1,60 m. À l'examen neurologique, on ne retrouve pas de signes de localisation, pas de syndrome pyramidal ni parkinsonien extra-pyramidal. Il n'y a pas non plus de syndrome cérébelleux et le reste de l'examen neurologique est dans les limites de la normale. Alors, quel est ou sont le ou les diagnostics que l'on va envisager en première intention ici devant ce cas clinique? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Donc, chez cette patiente âgée de 79 ans, qui avait des troubles de la mémoire assez gênants, qui était triste. Et donc, on va évoquer effectivement soit la démence débutante, soit la dépression. Et ça va être très complexe, en fait, finalement, de faire la part des choses entre ces deux diagnostics. Parce que souvent la démence, en tout cas Alzheimer, s'accompagne ou peut s'accompagner dans l'évolution d'une dépression. Et même avant d'avoir le diagnostic de démence, bien souvent, au début, on peut avoir un tableau de dépression que l'on va prendre en charge, classiquement comme une dépression standard et qui en fait, au bout de 6 mois, 9 mois de traitement antidépresseur, va en fait nous montrer, l'intérêt de faire un bilan cognitif et de mettre en évidence plutôt une démence. Donc souvent ces 2 diagnostics vont un peu se tourner autour et si vous voulez, il est complexe de faire le diagnostic de démence comme ça en phase aiguë, parce qu'il peut y avoir une dépression cachée et s'il y a une dépression et bien tous les tests de la cognition,
vont, être un peu biaisés. Puisqu'effectivement, quand on a des troubles, de l'humeur, eh bien, ça va jouer sur les troubles de l'attention, ça va jouer sur l'amnésie et cetera. Donc, 2 diagnostics un peu complexes. Alors, on pouvait très vite éliminer l'hydrocéphalie à pression normale, pour la simple et bonne raison qu'en général, c'est un tableau, de patients ou patientes qui vont présenter des troubles de la marche, hein, à ce type, d'astasie-abasie avec, des petits pas glissés, un élargissement du polygone de sustentation, et en plus une démence plutôt dite frontale, avec des troubles cognitifs et se rajoute à ça, c'est la fameuse triade de Hakim, va se rajouter, des troubles des signes fonctionnels urinaires avec, des impériosités, des fuites urinaires et cetera. Donc c'est un quelqu'un qui est âgé, qui marche à petits pas, qui se fait un peu pipi dessus et qui est un peu dément, cette fameuse triade de Hakim pour s'en rappeler. On va avoir, du coup une dilatation des ventricules et là pour le coup il y a des traitements étiologiques donc il faut quand même pas passer à côté de ce diagnostic. L'AVC, alors effectivement, c'est quand même un diagnostic qu'il va falloir, évoquer dans un coin de la tête et se dire: «Est-ce que ça peut ne pas être un AVC?» Que ce soit ischémique ou hémorragique. Cependant, ici, on n'a pas de signe neurologique de localisation. L'AVC, c'est plutôt aigu. Là, on est plutôt sur du subaigu, voire chronique, donc plutôt pas. Et l'ictus amnésique, alors ça, c'est particulier, ça va être des troubles de la mémoire sur une période très courte de 6 à 8 heures. Avec des patients qui vont poser sans cesse les mêmes questions, j'y reviens juste après, je vous ai fait une petite, diapo dessus, mais c'était pas du tout le diagnostic à évoquer ici. Alors tout d'abord, l'épisode dépressif caractérisé. On doit l'évoquer même si on n'a pas tous les critères, du DSM-5. En fait, cet état dépressif, il entraîne fréquemment des troubles cognitifs. Je vous ai parlé des troubles de l'attention, de la concentration. Quelqu'un qui est vraiment déprimé va avoir des troubles, au travail, à l'école, pour se concentrer, pour effectuer des tâches, des troubles mnésiques, des troubles du rappel et des activités qui vont en fait être assez classiques, pour, des, patients, sans troubles de l'humeur, vont être extrêmement difficiles à réaliser, vont demander un effort hyper important pour ces patients dépressifs. Ça va être, par exemple, des gens qui vont dire: «Mais j'arrive même plus à aller faire mes courses, en fait, juste de me dire, faut que je me gare, faut que je prenne mon sac, il faut que je prenne mon argent, que j'aille, choisir, d'ailleurs je ne sais même pas quoi, ma liste de courses et cetera» et quand on leur parle, ça demande un effort, du coup, ils y vont plus. Donc vous voyez, il y a une notion aussi, de perte de plaisir à aller, par exemple, jouer à la belote. Peut-être que ça demande trop d'énergie, peut-être que, il faut prendre la voiture et cetera et il y a aussi une diminution des capacités décisionnelles. Ça va être souvent des patients qui vont plus décider un peu, ils vont un peu rester, figés, dans leur état, ils vont pas prendre de décision, même pour aller consulter aussi, hein, donc ça fait partie, des symptômes. Alors, ces, symptômes, ils peuvent orienter vers le diagnostic de démence, et donc penser à évaluer en tout cas les fonctions cognitives lorsqu'on a le patient qui semble guéri ou en rémission de cet épisode dépressif. Donc en général, on met en place un antidépresseur pendant, quelques mois, 6 mois, 9 mois et puis on va faire un bilan cognitif global qui va nous permettre de faire le point sur, voilà des fonctions cognitives classiques, l'amnésie notamment, la praxie et cetera. Et donc pensez bien que la dépression, ça peut précéder ou être associé à une démence débutante. Alors souvent, on se dit: «Mais qu'est-ce qui va nous aider?» Donc je vous ai extrait ce tableau issu du collège. Toutes mes sources sont bien, décrites dans mon PowerPoint, mais de fait, ce tableau, je trouve, est assez intéressant pour montrer que c'est complexe finalement de faire le diagnostic entre maladie d'Alzheimer et dépression. Ce qui peut nous aider, c'est voilà, l'état affectif va être beaucoup plus affecté dans la dépression, avec une tristesse, qui, est quand même bien présente. Dans la maladie d'Alzheimer, on peut avoir des troubles de l'humeur, bien sûr, mais souvent c'est un peu plus superficiel, un peu plus labile au fur et à mesure, de la journée, des semaines. Quant au ralentissement psychomoteur, en fait, c'est pour, toutes les activités, c'est très global pour la dépression. Et souvent on peut avoir une inexpressivité du visage. Des gens qui vont avoir un peu un visage un peu figé, un peu, heu, amimique, un peu comme dans Parkinson, mais pas tout à fait.
Hem, Dans la maladie d'Alzheimer, ça peut être ralenti, mais plutôt pour des activités complexes qui vont nécessiter la mémoire et cetera. Alors la perte d'élan vital, ce qu'on appelle l'anédonie, la perte de plaisir, elle est beaucoup plus massive et constante, et assez globale dans la dépression et ce qui nous aide, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, ça va arriver un peu plus tardivement. Parce que normalement, les patients, au début, ils gardent un peu leur joie de vivre, leur bonne humeur, le plaisir de faire certaines activités assez simples. La perte de poids, c'est plutôt précoce pour la dépression, tardif pour la maladie d'Alzheimer. Alors souvent, pourquoi les patients qui ont une démence type Alzheimer vont perdre du poids? Parce que, bah, déjà, ils vont peut-être moins sortir de chez eux puisqu'il y a peut-être le risque aussi de se perdre. Ensuite, il y a le risque d'oublier. J'ai souvent des patients qui oublient, de manger, en fait, donc ils vont sauter des repas. Alors au contraire, il y en a qui vont faire plusieurs repas parce qu'ils vont oublier qu'à 17h, ils ont déjà fait un mini dîner ou un bon goûter. Mais certains vont clairement oublier ou vont perdre en tout cas, les capacités de se dire: «Bah, comment je me fais à manger? Est-ce que je dois faire réchauffer?» et cetera et donc ça peut être un frein. Les troubles du sommeil, c'est plutôt précoce dans la dépression avec les fameuses insomnies, aussi bien d'endormissement ou de réveil le matin. Des réveils assez tôt, genre vers, 4-5 heures du matin, qui font qu'on n'arrive plus à se rendormir. Dans effectivement la maladie d'Alzheimer, c'est plus tardif et souvent c'est lié à une inversion du rythme veille-sommeil. Voilà, donc ça peut être, des petits tips et alors dans la dépression, on aura beaucoup plus de plaintes somatiques. Je pense qu'il faut avoir en tête qu'un patient qui est dépressif âgé va pas vous dire: «Bah, voilà, je fais un burn-out, je suis fatigué, j'en peux plus». Non, en fait, il va peut-être arriver en vous disant: «Bah, moi, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal par-ci, j'ai tel problème» et en fait, c'est le reflet, si vous voulez, d'un trouble, tout simplement, somatique, heu